Il est temps d'accueillir un soutien de la première heure du Hub Institute Sustainable. C'est Jean-Marc Borrello, on peut l'applaudir et l'accueillir sur scène. Voilà. Jean-Marc, vas-y, je t'en prie. Bonjour à toutes et tous. L'idée, c'était de réfléchir une fois de plus à ce que l'entrepreneuriat social peut imaginer dans ce vaste combat. Alors, je suis assez content du détail sur la compensation carbone, parce que ça fait partie de l'exposé sur lequel j'étais un peu moins sûr de moi. On en fait beaucoup, je trouve ça très bien, mais vous l'avez parfaitement exposé. Le groupe SOS est un machin associatif qui a un peu grandi, puisque il y a bientôt 40 ans, nous étions 3 bénévoles, et aujourd'hui, nous sommes 25 000 salariés. 25 000 salariés dans un certain nombre de métiers différents, puisque nous gérons des hôpitaux, des maisons de retraite, des crèches, des maisons d'enfants à caractère social, des dispositifs pour personnes vivant avec un handicap, des dispositifs autour de la transition écologique, de la culture, de la solidarité internationale. On est dans une 50aine de pays. Et donc, évidemment, l'ensemble de ces salariés ont des objectifs triples, parce que c'est une entité économique. Hein. Le groupe, aujourd'hui, c'est 1,5 milliard ou un peu plus de chiffre d'affaires annuel. C'est 25 000 salariés, ce qui veut dire que c'est des milliers de véhicules de fonction, des centaines de milliers de mètres carrés d'hôpitaux, de maisons de retraite qu'il faut chauffer convenablement l'hiver, rafraîchir très convenablement l'été. Donc une consommation énergétique évidemment importante. Alors, il y a une responsabilité d'employeur qui est comment fait-on pour réduire ? Et en même temps, il y a une responsabilité de militant associatif. Donc chez nous, ça s'appelle Planète Urgence. Et depuis 25 ans, ça fait de la reforestation. Aujourd'hui, on plante des milliers d'hectares au Cameroun pour être... Si je me souviens bien, et ailleurs, donc selon le même modèle, et vive la compensation carbone, parce que c'est un sujet majeur. On essaie aussi de former de nouveaux agriculteurs, ou des agriculteurs nouveaux, et je crois avoir aperçu un camarade dans la salle de Ferme d'Avenir, qui est ici. Et donc, depuis Ferme d'Avenir, c'est 20 ans, on forme des milliers de jeunes et moins jeunes qui ont envie de se lancer dans une agriculture raisonnée, bio, etc. Et on essaie en même temps, parce que nous sommes un groupe associatif qui hébergeons chaque année 10 000 personnes migrantes, SDF, etc. On essaie systématiquement d'avoir une visée sociale. Or, l'économique, c'est à peu près évident pour tout le monde, c'est-à-dire qu'il faut à peu près équilibrer les comptes en fin d'année. Le social, c'est notre premier métier, et la transition écologique, ça nous a permis de développer les deux sujets. Et je pense que l'erreur serait d'imaginer qu'on doive choisir entre la performance économique, la performance sociale et la performance écologique. En réalité, si on accepte la complexité, on peut essayer de monter des projets qui, à la fois, ou en même temps, comme vous préférez, permettent de répondre à ces trois réalités. Ça veut dire que Ferme d'Avenir a accueilli des migrants, des compagnons, dans les fermes de ceux qui sont déjà installés pour les former au métier de l'agriculture raisonnée. Donc ça permet de former des personnes migrantes qui ont envie de s'installer et de se lancer dans l'agriculture. Ça permet de remplacer ceux qui veulent prendre leur retraite ou ceux qui ont besoin de recruter. Et donc, évidemment, pour nous, c'est doublement un objectif atteint. Et puis, il y a d'autres exemples pris au hasard de la maison. Dans les marchés d'intérêt nationaux, on a créé des chantiers d'insertion qui s'appellent à Rungis les potagers de Marianne, où on récupère des milliers de tonnes de fruits et légumes qui devraient être détruits. Ils sont conditionnés dans un grand atelier par des jeunes et des moins jeunes en insertion qui apprennent les différents métiers, conduire un Clark, treiller, la logistique, etc. Et ces fruits et légumes alimentent un réseau que nous animons de 700 ou 800 épiceries solidaires. C'est un petit sujet, parce qu'en ce moment, il y a aussi les préoccupations de fin du mois et pas simplement de fin du monde. Et donc, ça permet
de faire parvenir dans nos épiceries solidaires des fruits et légumes de qualité et donc de sortir de la logique un peu classique de l'aide alimentaire qui en réalité nous conduit souvent à disposer de produits secs parce que lorsque vous faites un don à la banque alimentaire ou autre, c'est souvent des pâtes, des conserves, du riz, etc. Et donc l'arrivée de légumes permet une alimentation de qualité pour ceux qui n'en ont pas forcément les moyens. Donc les sujets de ce type-là, il y en a des tas. On gère un très beau parc naturel en Camargue, pour ceux qui en ont marre de la pluie. Évidemment, la Camargue, c'est le temple de la biodiversité. Alors vous vous souvenez des flamants roses, évidemment, mais il y a plein d'autres oiseaux particuliers. Et en même temps, en ces temps d'inondation, ce parc permet d'éviter à toutes les villes portuaires autour d'être inondées lorsqu'il y a à la fois la mer qui monte et beaucoup d'eau qui tombe. C'est-à-dire, en clair, dans le parc, on régule la montée ou la descente des eaux. Donc c'est l'intérêt de la Camargue, sauf qu'on le gère de manière un peu plus active. Donc évidemment un intérêt pour le territoire, évidemment un intérêt pour la biodiversité. Et comme on aime bien la complexité, on l'a fait sous forme de chantier d'insertion, encore une fois, et on permet à des jeunes gens et des jeunes filles d'apprendre les métiers autour de la transition écologique et de la découverte des milieux naturels. Donc l'idée générale, c'est que on peut viser les trois. On n'est jamais parfait sur aucun des trois. Alors dans une organisation comme SOS, il y a un sujet qui est réglé, c'est qu'il n'y a pas d'actionnaire. Donc l'équilibre économique est l'objectif et pas forcément les résultats. Et en revanche, on mesure de manière extrêmement précise l'impact économique et environnemental et social. Pour mieux le mesurer, on a lancé l'année dernière, on va le renouveler, je crois, le 18 avril au Conseil économique et social, un sommet de l'impact version mesure de l'impact. Et nous aurons encore une dizaine de ministres, une trentaine de grands chefs d'entreprise et des chercheurs d'un peu partout qui viendront se mettre ensemble pour essayer d'élaborer une méthode commune de mesure de l'impact. Nous considérons qu'être associatif n'est pas forcément une vertu. Il y a des associations de malfaiteurs. Coopératifs, il y a des coopératives d'imbéciles. Je ne cite plus les noms, ça c'était avant. Il y a des mutuelles qui peuvent encore progresser, même si ça va mieux. Et il y a des entreprises classiques qui ont un réel impact sur leur environnement, sur leurs salariés et sur la transition. Donc l'idée, c'est que les statuts ne faisant pas la vertu, il faut essayer de se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'on mesure? Alors, mesurer, c'est essentiel pour savoir si on avance ou pas. Et en plus, ça permet de faire venir des partenaires, de travailler avec des gens différents et d'avoir en permanence cette triple boussole. Alors, c'est plus compliqué que suivre le Nord, hein, pour être tout à fait clair. Et en même temps, si on n'accepte pas de jouer cette complexité, ça ne marche pas. Les deux dernières mesures publiques intelligentes sur la transition, c'était les portiques de Madame Ségolène Royal. Ça a produit les bérets rouges, qui était une création de l'époque. Ensuite, il y a eu l'augmentation du prix de l'essence et la diminution de la vitesse autorisée, et ça a produit les gilets jaunes. Donc si on refuse de prendre en compte la totalité des sujets, eh bien souvent on se plante parce que, et on le voit malheureusement en ce moment, dans une période où les prix montent, où l'énergie coûte beaucoup plus cher, un certain nombre de nos compatriotes, les plus démunis évidemment, sont contraints de se retourner vers des méthodes plus classiques et qui coûtent un peu moins cher, d'où sans doute la baisse des ventes des produits bio dans les grandes surfaces, mais je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Donc réussir à faire des projets qui soient économiquement viables, sinon ça ne marche pas, l'argent public est cher et il finira par devenir rare, qui soient évidemment très actifs en matière de transition. Je crois qu'il faut être radicalement raisonnable. Je ne suis pas sûr que je la replacerai une deuxième fois, celle-là, mais quelque chose comme ça. Pas mal. Il faut être radicaux et il faut être raisonnable, sinon ça ne marche pas. Donc radicalement raisonnable, si ça sonne pas si mal, je vais peut-être m'en resservir. Radicalement raisonnable, c'est un peu ce qui nous définit avec cette volonté d'être en même temps sur l'ensemble de ces sujets. Et je pense qu'aujourd'hui, pour une
jeune entreprise qui a 40 ans, mais qui double de taille tous les 5 ans depuis longtemps. Ça veut dire qu'elle continue à grandir vite et fort. Ça me paraît être un objectif à la mesure des enjeux. Donc, merci de votre écoute et bon courage pour l'action. Merci beaucoup, Jean-Marc. Je te propose d'assister à la dernière intervention de Karine, si tu veux t'asseoir.